Mesdames et messieurs, c'est l'heure du duel de Dimanche politique et aujourd'hui le face-à-face va opposer Méda Concernou de l'UP Le Renouveau. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Très bien. En face, Zulkifli Ali, président de la Dynamique avec un mouvement affilié au Parti des démocrates. Bonjour. Bonjour monsieur Xavier. J'espère que vous vous portez bien. Très bien. Les sujets d'actualité, vous les connaissez, donc nous allons revenir sur quelques pans de ce qui a fait l'actualité cette semaine, à commencer par cette question de la revalorisation salariale. Nous allons commencer par ce sujet-là, revalorisation salariale. Talon tient parole. Déjà. Merci monsieur le journaliste. Je pense que vous avez déjà la réponse à votre question, puisque c'est devant micros et caméras que l'annonce a été faite et que le gouvernement a tenu parole, tel que cela a été promis. Et voilà, donc on peut dire que Talon a tenu parole. A tenu parole. Oui, merci beaucoup, monsieur Xavier. Déjà que nous sommes au Bénin, et au Bénin, les promesses n'engagent qu'à ceux qui y croient. Oui. Oui, c'est lorsque les salariés vont commencer par constater l'effectivité de cette promesse sur les salaires à compter du mois de décembre dans lequel nous sommes, que nous allons dire que le chef de l'État a fait ce qu'il a dit, parce que depuis le 6 avril 2016, nous avons toujours connu un président qui ne fait souvent pas ce qu'il dit. Donc, et que pensez-vous de l'ampleur de ce qui a été annoncé? Ce qui a été annoncé, où nous avons constaté ce que vous avez appelé tout à l'heure, revalorisation des salaires. Il y a tellement de tollé autour que je me demande si en janvier 2021, quand il y avait eu la création, comme le réveil, je vais dire, le réveil des impôts que nous avons au Bénin depuis fort longtemps, on a parlé de l'IPTS, des impôts appliqués au salaire. Il n'y a pas eu de tollé comme ça. Les gens n'ont pas eu à dire quoi. Ils ont créé des charges aux travailleurs. Mais déjà que nous avons eu ce qu'on appelle de la compensation sur des charges créées, il y a des tollés. On a commencé par crier, il y a 66% de base indiciaire qui a été augmentée. Non, pas la base indiciaire, certaines catégories, par exemple. Certaines catégories, oui, et des sous-salaires, oui. Et des sous-salaires que nous pouvons déjà comprendre comme des salaires que vous percevez mais qui ne sont pas dans le contrat. Donc il y a des surplus que vous avez sur votre salaire qui ne sont pas forcément signalés au niveau du contrat. Donc, si ça devient un salaire. Oui, ça veut dire à tout moment, ce salaire peut être muté. C'est ça. Oui. Bon, en tant qu'économiste. C'est comme ça que vous le comprenez. Non, c'est pas que c'est comme ça que nous le comprenons. Déjà que ce qu'on a ajouté n'est pas précis dans votre contrat. C'est-à-dire que vous aurez un salaire sur le contrat. Maintenant, on fait un ajout qui ne serait pas signalé au niveau de votre contrat. À tout moment, ce qui a été ajouté, ce surplus, à tout moment, vous pouvez ne pas l'avoir. On va revenir tout à l'heure pour y décortiquer. Voilà. Allez, est-ce que vous comprenez la chose de la même façon? Okay. Pas du tout. Je constate que mon vis-à-vis par la méconnaissance de tout ce qui est règles applicables en droit du travail, que ce soit pour les agents de l'État ou ceux du privé. Quand vous êtes un agent contractuel de l'État, par exemple, et qu'il y a une telle modification, ceux qui sont dans les structures et institutions d'État, ces surplus sont constatés par un avenant qu'on prend et qu'on joint à leur contrat, qui fait partie désormais de leur contrat. Donc, ce n'est pas que quand il y a augmentation de salaire, ça va rester seulement dans la théorie et que juridiquement, ce n'est pas pris en compte dans le contrat. C'est le contrat qui existait déjà entre ces personnes et l'État. Je veux parler des contractuels de l'État. Mais dans ce contrat, le salaire était déjà défini. Mais puisqu'il y a une revalorisation, l'État prend ce qu'on appelle un avenant, et bien entendu, pour constater cette augmentation-là. C'est comme ça que ça se passe dans la pratique. Donc, il n'y a pas question de... Il faut reprendre le contrat définit un salaire, et donc, ce sont des sous-salaires qui ne sont pas constatés dans le contrat. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça se passe. Voilà. L'autre chose, les syndicalistes aussi ont donné leur avis là-dessus. Ils ont pu quand même avoir, ça vous... la question, c'est ce que vous pensez de l'état du dialogue social. Ils ont pu avoir cette concession de l'État, revalorisation salariale, relèvement du point indiciaire, amélioration
en tout cas de la situation des AME, sans que les syndicalistes ne soient descendus dans la rue ou n'aient bloqué quoi que ce soit. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de positif pour le dialogue social? C'est-à-dire qu'on sait comment les syndicalistes ont l'habitude d'avoir gain de cause. Hein. L'histoire est têtue. Mais cette fois, quoi qu'on en dise, c'est qu'on est arrivé, on a négocié. Tout le monde, il y a toujours des points d'insatisfaction, mais on est arrivé quand même à avoir ce gain-là sans conflit. Oui, si vous avez suivi M. Kassa Mompo à la sortie de la rencontre, il a bien précisé que c'est grâce à des pressions. Et je crois que moi-même, personnellement, j'ai participé à la marche du 1er mai 2022, au cours de laquelle nous avons réclamé cette révalorisation salariale. Ce n'est pas que... Oui, on n'en disconvient pas, forcément. Il y a des pressions, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu par le passé. Il n'y a pas eu besoin de bloquer quoi que ce soit pour que le gouvernement cède. Non, on ne peut pas bloquer à partir du moment où on a tout recadré. Le droit de grève est recadré au Bénin. Si on vous empêche de faire des manifestations, c'est même le 1er mai 2022 que nous avons dit que quoi, le coronavirus par le passé a empêché des manifestations. Nous avons connu des gens qui donnent même la ligne rouge à Cotonou, à ne pas dépasser. Donc il y a tout cela ensemble qui avait empêché par le passé des manifestations. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de frustration et que les gens n'ont pas envie de manifester. Donc des manifestations ont eu lieu, des sit-ins ont eu lieu même plusieurs fois, près de 4 fois, et au niveau de la bourse de travail où ils sont surveillés par des policiers. Mais il n'en demeure pas moins que l'État et les syndicats ont pu quand même se parler dans une atmosphère quand même acceptable, même pour Kassa Mompo. Et on est arrivé quand même à une conclusion heureuse, encore une fois, même si tous les points ne sont pas satisfaits. Oui. Est-ce qu'on ne doit pas s'en féliciter malgré tout? Félicitations, pour moi, je ne crois pas qu'il faut féliciter. Hein. Je ne crois pas qu'il faut féliciter. Sans féliciter. Je ne dis sans pas qu'il faut féliciter nous-mêmes. Il faut féliciter nous-mêmes. Bon, oui, tous ceux qui ont participé à ça. Je ne vous demande pas de féliciter le président Talon. Je demande est-ce que et les syndicats et les autorités publiques ne peuvent pas se féliciter d'être arrivés à cette conclusion heureuse pour les travailleurs quand même. Bon, monsieur Xavier, je ne sais pas pourquoi se féliciter face à ce que nous avons constaté. À partir du moment où nous avons toujours des problèmes à régler. D'accord. Cette même question. Merci, monsieur le journaliste. Et je tiens quand même à rappeler à mon ami que dans tous les pays du monde, le droit de grève est toujours cadré. Il n'y a pas un pays où le droit de grève est laissé sans un minimum d'encadrement. Et pour répondre à ce qu'il a dit, vous avez constaté, tout comme moi, qu'il n'y a pas eu de blocage. Mais il parle de droit de grève. Le droit de grève n'empêche pas les gens de marcher. Vous avez parlé du marche. Par le passé, s'il n'y avait pas eu, cette détermination du gouvernement à apaiser le climat social, eh bien, après cette rencontre, vous devez constater que les syndicalistes sont déjà dans la rue. Et voilà, nous savions avant l'arrivée du président Talon comment ça se passe après ce genre de rencontre. Et donc, si je vois mon vis-à-vis refuser de reconnaître que quelque chose de positif a été fait, c'est un peu décourageant. Quand les gens font des efforts et que ceux à l'endroit de qui ces efforts sont fournis ne sont pas en mesure d'apprécier la portée de ces efforts, ça décourage celui qui fournit l'effort. Il a parlé de pression. Si les marches, les grèves pouvaient faire autant de pression, je pense que les salaires allaient bouger depuis 9 ans. Mais il y a plus de 9 ans que le SMIC est resté sans bouger, malgré tous les tapages organisés passés par les syndicalistes. Ça n'a rien donné. C'est la preuve que ce n'est pas leur pression qui peut faire que le pouvoir d'État va céder. C'est très faux. C'est très faux. D'accord. Oui, allez-y. Oui, merci. Et mon vis-à-vis, M. Médard dit tout à l'heure que dans tous les pays que le droit de grève est cadré. Dites-moi, en dehors de Bénin, dans quel pays vous avez appris que le droit de grève dans un pays est revenu à 10 jours aux travailleurs? Que vous avez droit de faire grève pendant 10 jours dans une année. Il va répondre. Cela, pour vous, c'est cadrer, et comment dirais-je, c'est cadrer le droit de grève aux travailleurs. Merci, monsieur le journaliste. Et je voudrais demander à mon vis-à-vis si sa femme est enceinte. Et le jour de l'accouchement, il se rend à l'hôpital. Et le gynécologue qui doit s'occuper, le personnel médical qui doit s'occuper de sa femme,
lui dit qu'ils sont en grève, qu'est-ce qui serait son sentiment? C'est de ça qu'il s'agit. Une chose est d'accorder le droit de grève aux travailleurs, une chose est aussi de penser à comment il faut sauvegarder les services qui sont des services vitaux pour le bon fonctionnement de l'État et qui sont des services qui lient le suivi de la population. C'est ce que le gouvernement a fait. Le droit de grève est encadré en fonction de la nécessité ou en fonction de l'importance des services. On a commencé par ceux de la santé. Il faut que vous veniez avec moi que quand vous êtes malade et que vous vous rendez à l'hôpital, et que ceux qui doivent vous soigner vous disent qu'ils sont en grève, vous pouvez perdre la vie. Parce qu'ils sont en grève. Alors, la question c'est de savoir, est-ce que les grèves sont pourtant le seul moyen de pression pour faire une réclamation? Je ne pense pas. La preuve, il n'y a pas eu de grève. Et pourtant, le gouvernement a satisfait à ces exigences-là. Le gouvernement fait démontrer encore une fois que le droit de grève n'est pas le seul moyen. Et bien entendu, que le travail dispose pour réclamer ce qui doit lui revenir. Et donc, le fait d'encadrer le droit de grève au Bénin, pour moi, ne reste que dans la logique de... Voyez, on a initié beaucoup de réformes et si, après ces réformes, après tous ces investissements, on peut encore permettre aux gens de se dire qu'ils sont en grève et de s'absenter au bureau pendant des mois, les investissements ne serviront à rien. Voilà. Répondez rapidement parce que j'ai une question. Monsieur Béda, j'avais voulu vous demander si vous... On va pas faire le débat autour du droit de grève. Je viens. Oui. Vous savez, quand vous dites qu'on grève, ce n'est pas forcément quitter le lieu de service qui veut dire qu'on grève. Tout récemment, les aspirants ont y apporté banderoles rouges. Ils ont mis des bandeaux et ils réclamaient qu'on les paye 12 mois sur 12 et qu'on augmente aussi les monuments. Vous pouvez comprendre que le simple fait que vous venez au boulot avec les bandeaux rouges dérange déjà le gouvernement. Jusqu'au point où on menace de radier ceux qui viendront encore à 10 heures se réunir à la salle des profs pour revendiquer une condition de travail, une bonne condition de travail. Tout à l'heure, je vous ai demandé si dans le monde entier, vous avez vu un autre pays où on résume le droit de grève à 10 jours par an, mais au lieu de me répondre, vous avez eu à chercher à défendre ce qui n'est pas à défendre. Maintenant, pour finir, je voudrais vous dire ceci. Ma femme est enceinte. Le médecin est absent. Comment je vais me sentir? Attendez. Le médecin qui demande à gréver, ça veut dire qu'il demande à gréver de façon... C'est pas que c'est une urgence, c'est pas qu'il réclame une bonne condition de travail. Supposons que c'est le matériel qu'il n'y a pas. Il n'y a pas le matériel. Il n'est pas payé à temps. Il demande à ce qu'on le paye pour qu'il soit en bonne forme, pour pouvoir soigner ma femme. Et s'il est présent à l'hôpital, et par la colère de ne pas être bien payé, il administre un soin qui n'est pas en adéquation à ma femme. Et ma femme trépasse. S'il vous plaît, dites-moi, qu'est-ce qu'on refuse? Donc, en clair, celui qui cherche à empêcher les gens de gréver, celui-là ne veut pas juste satisfaire aux revendications. Et il faut apprendre à un gouvernement qui est en exercice qu'il doit apprendre à satisfaire les revendications de son peuple. Voilà, on y est, les satisfactions des revendications. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on n'a pas satisfait aux revendications, même si vous attendez la matérialisation sur la fiche de paye. Vous parliez des AME tout à l'heure. À moins que vous êtes fonctionnaire? Vous êtes fonctionnaire, vous? Non, moi je ne suis pas fonctionnaire. Ah, vous n'êtes pas fonctionnaire. Donc vous ne pouvez pas nous apporter la preuve ici. On verra bien. Comme vous attendez une preuve, vous parliez des AME tout à l'heure. Oui. Leurs conditions, on parlait ils réclamaient les 12 mois. Aujourd'hui, on est à 11 mois avec la perspective pour eux, au bout de 3 ans, d'intégrer la fonction publique, de devenir contractuel de l'État via un texte. On peut dire que même si les 12 mois ne sont pas acquis, qu'on a quand même franchi un pas, comme beaucoup de syndicalistes l'ont répété, pour répéter leur mot, franchi un pas. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bon, quand j'ai appris cela, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire d'autant plus que j'ai compris que les 11 mois aussi, il faut qu'on explique ça
aspirants pour qu'ils comprennent bien que ce n'est pas qu'ils vont rester à la maison pour percevoir. Donc, avant, nous étions à 9 mois sur 12. Ah, vous voulez qu'il reste à la maison pour percevoir? Je viens. C'est-à-dire qu'il soit le 11e mois, bon, qu'il soit tranquillement à la maison. C'est les vacances. Vous connaissez Les vacances, je viens. Les vacances, c'est 3 mois. Oui. Vous me suivez? Oui. Les vacances, c'est 3 mois. Si vous avez tenu une fois la crèche, si vous avez enseigné une fois, vous allez comprendre ce qui est dedans. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la préparation lointaine du cours. Ça se fait au moins sur 1 an. Oui, on le Donc, sait, mais je bon, viens. Pour compléter la question, ce qu'on leur propose pour ce mois-là, c'est d'aller se faire former. Oui, je viens, monsieur. Au fait, ce n'est pas que on est arrivé à obtenir 11 mois sur 12 tel qu'on l'a souhaité. Un enseignant travaille pendant 9 mois dans l'année. Et on le payait 9 mois sur 12. Maintenant, on a dit, pendant les vacances, les 3 mois qu'il a, il va prendre 2 mois pour se faire former. Maintenant, au cours de sa formation, on va lui payer la moitié de ce qu'il percevait en 1 mois au cours de l'année. Donc, les 2 moitiés jumelées, ça revient maintenant à 1 mois. À 1 mois. Oui. Donc, maintenant, on dit, il est payé maintenant 11 mois sur 12. Bon, c'est un pas, mais dites-nous, comment se fait-il que vous voulez empêcher un enseignant de se reposer? Il y a ce volet qu'il faut tenir compte. Est-ce parce que l'enseignant doit se faire former qu'on ne peut pas, pendant les congés, voir comment les organiser pour que les formations soient faites, et pendant les vacances, l'enseignant dispose de son temps pour se ressourcer et se retrouver, se préparer pour l'année à venir. On ne sait pas encore comment l'organisation sera faite. Mais c'est pendant les vacances, oui. Ils vont se faire former pendant les vacances. Donc, tel que nous voyons, par exemple, les préfets dans ce pays ont connu des augmentations. On a vu ici, les préfets sous Yaïboni n'ont pas le même salaire que les préfets sous le président Patrice Talon. Il y a des préfets aujourd'hui maintenant qu'on nous a montré partout qui sont à 5 millions. Maintenant, les aspirants, quel péché ils ont commis? Et parce qu'on veut faire un geste de plus, il faut les occuper de plus. Sincèrement, il faudrait qu'on montre que c'est le sang qui coule dans notre veine et qu'on demande au président de la République de ne pas, coûte que coûte, vouloir user l'enseignant qui donne le meilleur de lui-même. Les enseignants sont très importants dans notre pays parce que c'est eux pour l'éducation nationale. Voilà. Merci, monsieur le journaliste. Il est difficile de revenir sur quelqu'un qui fait semblant de dormir. Je constate que mon vis-à-vis, il est bien éveillé, mais fait semblant de dormir. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Vous prenez des gens qui étaient à 9 mois sur 12 et ils sont amenés à 11 sur 12. Même s'il n'y avait pas d'augmentation ou valorisation de salaire, cette formation était prévue. Donc, faire dire ou faire croire aux gens que c'est parce qu'il y a une revalorisation qu'on veut les former pendant les vacances. Encore qu'ils ne savent pas la formation, comment ça va se faire, comment ça va s'organiser, quelle est la durée. Il n'en sait rien. Vous voyez? Donc, il est en train de faire des bavardages inutiles sur quelque chose qu'il ne connaît pas. Si on lui pose la question de savoir maintenant quel est le contenu de cette formation, sur quelle période ça doit être organisé, et pendant combien de jours, il ne peut pas répondre. Et pourtant, il estime que cette formation, c'est pour user les enseignants. Vous voyez, et c'est un cadre qui raisonne ainsi. C'est pourquoi je dis souvent que le vrai problème de notre pays, ce sont nos cadres. Parce que si toi tu prends une catégorie de travailleurs qui étaient à 9 mois sur 12, qu'on a ramené à 11, et qu'on est en train de vouloir organiser une formation pour renforcer les capacités, ça veut dire que les concernés même, s'ils ont accepté de faire cette formation, ils savent que ça va leur apporter quelque chose de plus. Et pas tout comme s'ils ne connaissaient pas le niveau de notre système éducatif. Après les audits du système, les rapports ont été rendus publics et avec des preuves qu'il y a des enseignants qui n'avaient pas le niveau requis pour encadrer telle ou telle classe. Ils ont été envoyés en formation. Ceux qui ont refusé ont subi les conséquences de leur comportement. Mais écoutez-moi, Talon encore combien d'enfants qui fréquentent? Et donc, ce qu'il fait, il le fait pour le grand nombre. Seul Dieu sait si les enfants de mon vis-à-vis ont tous franchi l'étape du bac. Mais ce qui est fait, renforcer la capacité des enseignants, en quoi cela est mauvais? En le faisant, on lui rend service indirectement aussi. Et donc, je vais inviter quand même mon vis-à-vis, Zulkifli Ali, de revoir un peu
la manière de voir les choses. Je constate qu'il a une position tranchée sur telle question, et donc ce qui l'empêche de voir ce qu'il y a de positif dans ce qui est fait. Et quand on a une position tranchée comme ça, eh bien, on fait toujours des analyses biaisées. Et c'est ce qui se passe actuellement. Il y a la perspective, où, je le disais, que ces aspirants intègrent la fonction publique au bout de 3 ans, évidemment, à la suite d'un test. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'avez pas répondu à cette question. En complément de oui, avant de l'augmentation, répondre à votre question, je vais répondre à mon vis-à-vis. Je ne fais pas de bavardage inutile. Ça, c'est de l'insulte à ma personne, monsieur Mila. Non, on n'est pas. Je viens, non? C'est pas une Je vous en prie, monsieur. C'est pas une insulte. Qui êtes censé, normalement, oui, non, c'est pas une insulte. C'est vous qui êtes censé. Allez-y, d'accord, allez-y. Je suis un enseignant, j'ai déjà fait 15 ans dans l'enseignement. Vous me suivez? Je maîtrise de quoi je parle. Nous allons désormais payer 11 mois sur 12 aux enseignants et ils seront formés sur 2 mois pendant les vacances. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas que c'est Zoul qui est venu sur ce plateau pour venir dire qu'ils seront formés 2 mois pendant les vacances. Non. C'est le compte rendu qui a été fait. Et au lieu que je sois un cadre que vous qualifiez de comme vous le voulez, moi je vous renvoie désormais à prendre connaissance des informations qu'on nous a données. Les formations, on ne peut pas former les enseignants, les aspirants en pleine année scolaire parce qu'un aspirant a 30 heures de cours par semaine au secondaire. Au primaire, n'en parlons pas. À cause de cela, il y a une formation que nous appelons AP-Zone. AP, les mercredis, les littéraires à 8h, de 8h à 10h, les scientifiques de 10h à midi. Vous me suivez? Ces formations existaient depuis. Et cela se faisait. Et on payait les enseignants comme si c'était, comment dire, au prix horaire. C'est les frais horaires qu'on attribuait aux enseignants. Maintenant, la formation... Comme s'ils dispensaient des cours. Comme s'ils dispensaient des cours. Donc, vous êtes présent, vous marquez votre présence et on vous paie. C'est comme ça que ça se faisait. Mais la formation qui se fait actuellement, c'est pendant le temps que les enfants ne vont pas à l'école. Maintenant, le temps que les enfants ne vont pas à l'école, qui peut servir, qui peut permettre de faire une formation de 2 mois, c'est pendant les vacances. Et les formations qui se faisaient avant, allez vous renseigner auprès des enseignants, les contractuels qu'on en connaît. Parce que désormais, quand ils font faire 3 ans, oui, d'aspirada, ils disent qu'il y a maintenant un test. Oui. Bon, pour aller à l'école normale supérieure, pour faire la formation, il faut avoir au moins 12 au bac. Vous passez, après avoir eu les 12 de moyenne, mention assez bien, avec un âge aussi défini, vous passez le test. Donc, votre bac ne vous permet pas d'abord d'avoir accès à l'école normale supérieure. Vous allez faire d'abord le test. Vous êtes admis au test, vous allez maintenant faire la formation, 3 ans, pour avoir le niveau BAPES. Vous revenez sur le terrain faire ce qu'on appelle stage sur le terrain. Vous finissez. Vous passez maintenant au test d'aspirada. On vous recrute. Vous pouvez être dans la base de données, soit vous êtes déployé ou vous n'êtes pas déployé. Vous pouvez être déployé cette année, l'année prochaine, vous ne serez pas déployé. Voilà les lacunes qui sont dans le système. Ce n'est pas que nous faisons semblant de ne pas dormir, qu'on est en éveil. Non, non, non. On n'a rien contre personne. Le président, par exemple, salon, peut avoir des enfants ou n'a pas des enfants. Il peut avoir des neveux qui continuent de fréquenter. Il y a des enfants qui sont de notre talent, qui continuent d'aller à l'école. Et même, ce n'est même pas de la royauté. Il a été élu le 6 avril 2016 pour servir le peuple et non pour se servir. Demandez si un enfant de talent, Franklin encore, c'est comme si il est appelé à se servir. Ça, tout le monde connaît la fonction du président de la République. Il n'est pas là pour se servir, c'est pour servir. Et le service qu'il mène à la nation n'a pas besoin d'une félicitation parallèle ou quoi. Non, non, non. Il peut le faire, c'est pourquoi il est là. S'il ne peut pas, il démissionne. Et nous sommes là pour l'aider à travers des critiques constructives. Monsieur le Président, cet acte que vous avez posé ne va pas permettre à la majorité de voler. Nous vous suggérons de faire comme ceci, de faire comme cela. C'est ce que nous faisons. Ce n'est pas que nous végétons dans l'opposition radicale ou bien
nous nous opposons à une gouvernance sans maîtriser de quoi. Nous parlons bien, nous bavardons inutilement. Non. Donc les 3 ans, cette perspective vous conviennent ou parce que vous parliez des différents paliers qu'il faut passer pour être là où vous êtes. Est-ce que c'est une bonne perspective pour les aspirants de pouvoir devenir contractuels au bout des 3 ans? Oui, et ce n'est pas une bonne perspective, M. Xavier. Pourquoi je le dis? Il pourrait arriver qu'on vous exploite pendant les 3 ans et qu'on dise que vous, comment dire, les 3 ans après, vous n'êtes pas admis au test. Admis au test. Oui, bon, c'est un test, c'est un concours. Vous me suivez? Oui. Vous me suivez? Oui. Si vous êtes admis au test de validation pour être aspirant et que vous avez tenu des apprenants pendant 3 ans et que 3 ans après, on vous appelle, on vous dit, vous n'êtes pas un enseignant. Non, on ne dit pas que vous n'êtes pas un enseignant. Non, vous n'êtes pas un enseignant. Non, si vous faites le test, vous n'êtes pas admis, l'État ne vous utilise plus. Non, vous n'êtes pas contractuel. Vous n'aurez pas le contrat, oui. Oui, si vous n'avez pas le contrat, vous savez que même l'aspirana n'est pas éternel. L'aspirana, c'est un ce n'est pas pensé pour être éternel. Oui, c'est un contrat qui se renouvelle chaque 2 ans. Oui. C'est un contrat qui se renouvelle chaque 2 ans. Donc, ce que nous plaidons pourquoi? Que le chef de l'État nous dise, quand vous êtes admis pour le test d'aspirana, 3 ans après, vous devenez contractuel. Ce raisonnement sera très catholique, propre. Et parce qu'ils vont suivre la formation, que cette formation ne fasse pas objet d'exclusion. Si vous formez les enseignants, vous les évaluez, vous trouvez qu'il y a des gens qui restent encore. Le contrat peut durer, d'être signé, mais qu'on leur permette de continuer dans le système parce qu'ils ne peuvent pas quitter l'aspirana et aller devenir chauffeur bien mécanicien. Voilà. Vous voulez réagir? Oui. Je voudrais d'abord rappeler que le thème objet de notre débat nous invite à épargner les téléspectateurs de certains détails qui ne rentrent pas dans le cadre de cette discussion-là. Je le rappelle que je suis été aussi un enseignant. Et pas tout comme si je ne connais pas le système. Ça me faisait rire. J'ai été aussi un enseignant. Et je sais de quoi je parle. Et je dis ce que vous dites. Peut-être que le thème que j'ai utilisé vous a dérangé un peu. Non, ça ne m'a pas dérangé. Mais je garde ma position sur la question. Je dis, on vous dit, on veut organiser une formation à l'intention des enseignants. Et ça vous dérange. Parce que vous estimez que pendant les périodes de vacances, cela doit se reposer. Mais écoutez, toi qui veux enseigner, il te faut un certain niveau pour former d'autres personnes pour que cela puisse avoir un bon niveau. Si le gouvernement organise une formation, vous pensez que c'est parce qu'il n'a rien à faire? Les sous qui doivent servir pour cette formation pouvaient servir à faire autre chose. Si le gouvernement va sur ce terrain, c'est parce que, de par les analyses, les résultats ont montré que le niveau que le gouvernement aurait souhaité que ces enseignants doivent avoir, ils n'ont pas encore ce niveau. Et donc, il y a nécessité de les renforcer. En quoi cela pose un problème? Je ne suis pas contre la formation. Et donc, vous n'êtes pas aux affaires, et vous ne pouvez pas dire à celui qui est aux affaires, voilà la façon dont vous allez organiser une formation. Vous ne maîtrisez pas quelles sont les autres exigences, toujours concernant ce même secteur. Au cours de l'année, vous ne parlez que de ce que vous voyez. Et donc, je reviens encore sur ma position pour dire, cette manière de voir les choses, s'attaquer à tout ce qui n'est pas... N'allez pas chercher le plein là où il n'y en a pas. Je ne vois pas en quoi organiser une formation à l'intention de ces enseignants pose un problème. Mieux, ici, nous parlons de la revalorisation de leur salaire. Oui. Ne parlons pas de comment leur cursus est organisé. Si c'est ce débat que vous voulez faire, regardez le thème et on va sur ce terrain pour que je lui montre que je maîtrise bien aussi le système. Mais moi, j'ai fait l'effort de rester dans le cadre de... Monsieur Xavier, c'est pour dire à mon vis-à-vis que les aspirants n'ont pas connu une revalorisation. Les 11 mois sur 12 sont venus juste parce qu'on veut les former. Et je ne suis pas contre la formation des enseignants. Ils parlent tout comme si je suis contre le fait qu'on veut former les aspirants. Non, ce n'est pas une revalorisation. Non. Donc, avant, ils réclamaient qu'on les paye 12 mois. 12 mois sur 12. Mais on les paye 11 mois. Au moment de la revalorisation, on dit désormais les aspirants, ils vont en formation. Donc, en fait, c'est la contrepartie qui vous dérange. C'est ça.
D'accord, on va finir là-dessus. Oui, très rapidement, oui. Je mets tous les travailleurs dans le de revalorisation. Pourquoi? Oui. Supposons qu'on les avait laissés sur les 9 mois. Et on fait une augmentation de salaire comme on a fait pour les autres. Oui. Les gens vont parler de revalorisation, n'est-ce pas? Et donc, quand je vois certaines personnes dire aujourd'hui que cette catégorie de travailleurs ne sont pas concernés par la revalorisation, c'est une manière pour moi de corriger cela dans la tête. Quand je mets tout le monde sur le même palier. On peut dire, il faut rester sur les 9 mois. Ce qu'on donne, l'augmentation qu'on veut faire de 9 à 11 mois, on prend et on met ça sur le salaire de 9 mois. Oui. On va parler de revalorisation, n'est-ce pas? Nous avons un président de la République qui réfléchit très bien, qui sait ce qu'il fait et c'est là où il va. Si les pressions seulement pouvaient l'obliger à faire certaines choses, je pense qu'il aurait dû faire beaucoup de bêtises. Mais c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Et quand vous le regardez bien, tous les actes qu'il pose, il ne le pose jamais par hasard. Voilà, nous allons. Vos différences sont, on va dire, pour le moment, inconciliables sur ce plateau. On verra bien. Ce qu'il y a, peut-être qu'on organisera un plateau enseignant contre enseignant pour débattre de ça. Voilà, nous allons passer au second thème sur le discours sur l'état de la nation du président de la République, où d'ailleurs cette question a été évoquée. Vous parliez du président de la République, vous parliez de pressurer les AME. Je pense qu'il y a, dans son discours, il a quand même rendu hommage par rapport à ces différents travailleurs. Je pense qu'il a parlé de vaillants travailleurs. Donc, amélioration de leurs conditions de vie est en perspective. Mais c'est le volet politique qui nous intéresse ce matin. Cet hommage rendu à la 8e législature, déjà dans son ensemble, et particulièrement aux deux partis, l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette séquence? Oui, déjà que l'Assemblée nationale est monocolore. Nous avons constaté depuis le avril 2019 que nous avons au Bénin une Assemblée nationale qui enregistre rien que la volonté du chef de l'État. 100% oui à tout, sauf rien. Contenu connu ou pas, c'est oui. Il est de son devoir. Le chef de l'État, bien sûr, qui nous a dit que la réélection d'un président ne dépend pas de son bilan. Il a dit assez bien dit. Ça dépend de sa manière de soumettre tous les grands électeurs. Et je crois que sa félicitation adressée à l'endroit des Godillots, comme eux-mêmes ont su le reconnaître, et très récemment. Ah, ils l'ont reconnu. Oui, ils l'ont reconnu. Ils ont dit que comme ils sont Godillots et qu'ils ont mis des lois en place, que de faire tout possible pour franchir ces lois, pour venir changer les lois que eux, Godillots, ont mis en place. Je ne voudrais pas mentionner le nom. Godillo, vous voulez dire? Oui, Godillo, oui. Je ne vais pas mentionner le nom de ce député. Donc, il est normal qu'il aille caresser son nombril à l'Assemblée et que ces nommés députés puissent l'applaudir. Sinon, nous ne trouvons aucun hommage là. Et je crois que l'urgence aujourd'hui, ce n'est pas ça. Si ce n'est pas des gens qui croupissent en prison sans être jugés. Nous avons des étudiants aujourd'hui qu'on a abandonnés en prison, près de 2 ans déjà, sans être jugés. C'est très préoccupant pour nous. Et nos camarades de lutte aussi, qui croupissent en prison, nous préoccupent tellement que nous n'avons pas le temps de ces genres de discours qui ne font qu'ajouter de problèmes à ce que nous gérons déjà par le passé. Voilà, c'est sur la même séquence. D'abord, moi je voudrais que nous reconnaissons la mérite, et bien entendu pour le mérite du discours du chef de l'État, qui a su dans son discours embrasser toutes les catégories. Je dis bien toutes les catégories. Si je prends le fait qu'il a adressé ses félicitations au parti qui siège actuellement à l'Assemblée nationale, je voudrais rappeler à mon vis-à-vis que l'administration de la cité ne se fait pas seulement par le pouvoir exécutif. Nous parlons de revalorisation des salaires. C'est un budget. Ce même budget est voté par les députés que tu appelles Godillo.
Supposons que ces députés s'opposaient au vote. Les députés peuvent amender. Et donc, c'est l'objectif pour le chef de l'État, de revaloriser les salaires, mais ces députés pouvaient constituer un obstacle pour ça. Et il y a beaucoup de lois qui sont votées, qui sont pas forcément en faveur de l'exécutif, mais qui sont votées par ces députés. Le chef d'État a bien précisé. Des lois, même qui sont à des fois à l'initiative du gouvernement, mais qui ont reçu un écho favorable. Peut-être après des amendements, pour dire tel parti, ne voulons pas ainsi, tel parti ne voulons pas ainsi. Mais ce sont des gens qui n'ont pas bloqué le fonctionnement normal des choses. Un gouvernement pour réussir, et bien entendu, il a besoin que les autres pouvoirs ou les autres contre-pouvoirs l'accompagnent. Et quand on dit contre-pouvoir, mais vis-à-vis, je pense que c'est tout comme si les deux organes, deux pouvoirs ne doivent jamais se parler. Et c'est comme si quand on dit on est opposant, on ne doit jamais dire que ce que l'autre fait, il y a quelque chose de positif dedans. Et donc, pourquoi les gens attendent forcément qu'une assemblée soit un blocage pour l'exécutif? C'est ce qu'ils n'ont pas observé et ils estiment que, eh bien, ces députés ne sont rien d'autre que je vais dire, un prolongement de l'exécutif. Moi, je m'inscris en faux. Le rôle du Parlement n'est pas de bloquer l'exécutif, mais c'est plutôt de l'accompagner pour qu'il puisse mieux réussir eh bien, son programme. Même si les partis comme les démocrates étaient à l'Assemblée, eh bien, est-ce que leur rôle, leur mission serait de bloquer le gouvernement dans son élan? Le fait, c'est d'être un ennemi du développement. Donc, vous pensez que ces députés-là sont des gens qui n'ont pas de cerveau et ils font tout ce qu'on leur demande. Mais pensez, cela, c'est à la limite, c'est de les insulter. Ils sont élus, et ceux qui les appellent Godio, s'ils n'ont pas voté pour eux, ce sont les Béninois qui ont voté pour eux. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, j'ai voté pour mon candidat, d'autres ont voté, il est élu. Si toi, tu n'as pas voté pour lui, mais cela ne fait pas qu'il n'est pas ton député. Il est ton député. Et tu ne peux rien faire pour changer cela. Et donc, moi, je pense que les félicitations adressées par le chef de l'État ont tout le sens. Et ces députés méritent vraiment ces félicitations parce que les deux partis qui ont accompagné le chef de l'État, eh bien, pour l'exécution de son programme d'action, pour le bonheur, bien entendu, du peuple béninois. Je dis pour le bonheur. Vous avez vu tout ce qui est fait dans ce pays. Le Bénin est sur un chemin. Et pour le bonheur de Zulkifli Ali également. Puisqu'il est béninois. Puisqu'il est béninois. S'il sort d'ici maintenant, il va conduire, il va passer sur les voies de l'asphaltage. Et bien, c'est pour son bonheur. C'est pour son bonheur. Et sans ces députés, le chef d'État ne pouvait pas atteindre ses objectifs. Et donc, c'est tout à fait normal qu'il adresse le remerciement. Zulkifli, en même temps, dans cette même séquence, le président se projetait déjà pour les élections du 8 janvier. Où toutes les sensibilités seront représentées. Là encore, il a voulu que tout le monde se félicite de cette donne, puisque ça garantit la sauvegarde de la paix. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette allusion aux élections législatives du 8 janvier prochain? Oui, merci beaucoup, M. Xavier. Je vous ai déjà dit tout à l'heure que le discours tenu par le chef de l'État, je crois que ce n'est pas opportun. Quelqu'un qui veut compromettre la paix veut cesser de compromettre la paix. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il dit qu'il va compromettre. Maintenant, il dit qu'il ne veut plus compromettre. Ah, il a déjà dit qu'il va compromettre la paix. Ah oui! Ah bon? Oui! Oh. Vous êtes journaliste? Vous êtes un journaliste, M. Xavier? Oui, bon, ça, c'est pas une nouvelle. C'est pas une nouvelle. Oui, c'est ça que je dis. Oui. Quand vous dites qu'il a dit, c'est tout comme si nous ne vivons pas dans le même pays. Non, on vit dans le même pays, mais il faut être précis. Il faut être précis. Donc, le mot compromettre la paix qu'il a fait sortir, il faut que je dise en face de qui il a dit ça. C'est ça? C'est important de le citer. Oui. Nous, on a une responsabilité quand même. Oui, c'est quand il a rencontré les hommes religieux, là. Hein? C'est quand il a dit.
Vous savez, ce que mon vis-à-vis dit et qui ne me permet pas de savoir que je fais débat avec un Béninois. C'est un Béninois, il s'appelle. Oui, je sais que c'est un Béninois. C'est quelqu'un qui ne me permet pas. C'est moi, chez moi, c'est moi. Ça ne me permet pas. Peut-être les téléspectateurs le reconnaissent à travers sa position. Parce que jusque-là, je me demande, hein, il a dit constitution, comment dire, une institution de contre-pouvoir. Et que nous, on croit que si on dit contre-pouvoir, c'est bloqué. Tout à l'heure, quand je parlais, j'ai rappelé les deux rôles très importants de l'Assemblée nationale, légiférer les lois et contrôler les actions du gouvernement. Lui qui est là, la 8e législature qui est en train de finir, a contrôlé quelle action du gouvernement? On en a parlé de terrorisme et on voit l'article gouvernemental qui portent des gilets, des antiballes pour aller sur le terrain. S'il vous plaît, attendez, hein, je ne sais pas pourquoi le pays est devenu une comédie, on fait de la pagaille partout. Et au lieu que nous qui sommes jeunes, même si pour des raisons d'emploi ou bien pour des raisons personnelles, nous avons choisi le camp de la facilité, au lieu qu'on dise une vérité pour dire, vous, votre génération est en train de finir, c'est nous qui venons après vous. Ah bon, vous êtes dans le camp de la difficulté, c'est ça? Non, c'est la difficulté si vous choisissez de dire la vérité au Bénin. Quand vous dites la vérité, si vous dites la vérité, si vous dites la vérité au Bénin, vous êtes qualifié d'opposant. C'est ce qu'il disait au. Non, mais vous êtes opposant, vous l'assumez. Oui, nous l'assumons. Parce que vous dites la vérité. C'est parce que nous disons la vérité. Vous êtes opposant. Vous avez tout à l'heure, quand M. Médard voulait parler, il disait quoi? Que nous, là, on trouve que tout est mauvais. Qui a dit qu'il trouve que tout est mauvais? Je n'ai même pas prononcé le mot bloqué sur ce plateau. Mais il m'a déjà collé cette intention que nous croyons qu'il faut bloquer, il faut bloquer. Les démocrates ne vont pas bloquer si les démocrates étaient à l'Assemblée. Non, ils vont poser des questions sur comment faire pour que la sécurité règne au pays. Nous avons connu une minorité dans ce pays. La 7e législature a servi de transition à la 8e législature. Et vous avez vu comment les choses se sont passées. Vous avez assisté à une Assemblée nationale où le débat se menait. Mais depuis un moment, quelqu'un qui vous a nommé, vous, M. Médard, on vous nomme à l'Assemblée nationale, vous irez au Parlement, hein, pour maintenant constituer un obstacle pour celui qui vous a nommé. Dans quel pays ça se fait? Maintenant, le fait que vous applaudissez tout, le président de la République qui est là, vous, en tant que jeune, ça ne vous préoccupe même pas de connaître son salaire. Nul ne peut dire combien il gagne. Comment on révalorise les salaires politiques? Nous ne le savons pas. Maintenant, vous dites que le fait qu'on dit que les aspirants n'ont pas un salaire révalorisé, que ce n'est pas le débat. Or, c'est vraiment le débat. C'est vraiment le débat. Il va répondre. Vous me suivez? Oh, c'est ça même le débat. J'ai le temps d'antenne, monsieur. Oui, non, allez, bon, fini. Allez-y. Donc, c'est ça le débat. Mais le fait de vouloir faire comprendre aux téléspectateurs que ce qui importe, c'est l'intérêt individuel et que peu importe ce que l'intérêt collectif adviendra, ce n'est pas trop bon. Nous prenons simplement ce qui ira dans l'intérêt général. Je paie mes impôts, je suis dans le pays, je marche dans la rue, qu'on a fait sur des montants que vous-même qui êtes là maintenant, vous ne savez même pas, on ne vous a pas fait un compte rendu, on va faire même des emprunts, on va sur le marché financier, faire des emprunts sans avoir même eu par le passé, comment dire, au préalable, l'Assemblée nationale n'enregistre rien, c'est 3 mois après avoir contracté les dettes. Quand on revient maintenant faire une explication sur comment les dettes ont été contractées, et tout ça là maintenant, vous voulez qu'on dise que quoi? Que tout va bien, nous sommes en démocratie. Mais non, nous allons continuer à dire la vérité, même si cela dérange ceux qui veulent, comment dirais-je, installer l'imposture à la tête de notre pays. Voilà. Merci, M. journaliste. Je voudrais rappeler à mon vis-à-vis que je n'ai jamais dit ici que la question n'est pas portée sur la revalorisation des salaires. J'ai plutôt dit la question n'est pas portée sur leur cursus. Je suis bien précis. Donc, de ne pas me prêter des mots que je n'ai pas employés ici. Alors, pour continuer, il a parlé tout à l'heure de... On ne connaît pas combien le chef de l'État gagne. On ne parle pas de revalorisation des salaires des politiques. Moi, je ne sais pas s'il y a une revalorisation des salaires des politiques. Quand on dit, est-ce que lui savait combien de politiques gagnaient réellement? Ce sont des gens qui parlent seulement. Mieux, tout à l'heure, j'ai parlé de est-ce qu'il n'est pas dans le pays, est-ce qu'il ne marche pas sur la voie. Il a dit, il a affirmé qu'il paie ses impôts. Mais dans leur camp, le vrai problème qu'ils ont eu, c'était quoi? Ils n'ont pas quitus, ils ont crié sur tous les toits. Mais vous n'êtes pas vis-à-vis à jour de fils et vous voulez quitus.
il vient de dire qu'il faut payer ses impôts. Que je paie mes impôts. Tout à fait. Il faut dire comment tes camarades démocrates de payer les impôts Les membres de l'UPR pour ont nous payé l'impôt. éviter, et bien entendu, d'assister à ces chaînes pour l'avenir. Vous avez parlé tout à l'heure du discours du chef de l'État quand il faisait allusion aux élections de janvier, de 8 janvier. Vous voyez, c'est ce que je disais. Vous voyez mon vis-à-vis, eux, dans leur tête, ils ne se reprochent jamais quelque chose. Et quand on est dans cette position, on perd toujours. Se fait tellement confiance où on ne se reproche rien, c'est dangereux. Regardez, il a affirmé que le chef de l'État a promis compromettre la paix. Par le passé, il l'a fait. Et donc, si maintenant il décide de ne plus le faire, qu'il ne le fera plus. Par le passé, ils se disent qu'on les a exclus des élections. Ce n'est pas le débat. Mais voilà des gens qui n'ont aucun niveau d'organisation, mais qui veulent participer à une élection. Vous voulez participer à une élection, vous connaissez la date, c'est pour quand? Et vous attendez les derniers mois pour qu'on ne puisse pas vous mettre à jour. Mais la loi, c'est la loi. Et il a parlé tout à l'heure de la 7e législature. Je voulais le rappeler que les lois qui constituent les vrais obstacles pour les démocrates jusqu'à présent, ce sont les lois votées par ces mêmes députés. On était vice-président de l'Assemblée nationale quand cette loi a été votée. Il a voté absentéiste. Non, mais attends. Je vais vous rappeler ça tout à l'heure. Allez-y. Vous voyez, mais combien ont voté contre cette loi? Bon, aujourd'hui, ils sont... Il ne peut pas voter absentéiste. S'il y a des absentéistes, c'est qui n'est pas là. Juste, attendez. Oui. La majorité des lois qui constituent aujourd'hui des obstacles pour les démocrates, mais ce ne sont pas des lois votées par les députés qui sont là. Ce n'est pas voté par la 8e législature. Ce sont des textes votés par la 7e législature. Et je précise que mon noté président des démocrates était vice-président de l'Assemblée nationale en ce moment-là. Mais dites-moi, tous ceux qui sont aujourd'hui du côté des démocrates, quand votaient cette loi, ils n'avaient pas pris connaissance du contenu. Mais pourquoi ils ne pouvaient pas prendre les dispositions nécessaires pour se mettre à jour, pour dire aujourd'hui que l'Assemblée nationale est monocolore? Mais si vous refusez d'aller aux élections et que votre intention c'est de bloquer le fonctionnement du pays pour réclamer une assise nationale, et que nous autres, nous sommes prêts et que nous voulons participer à la compétition, libre cours à vous. Ils ont décidé de ne pas aller aux élections en pensant que sans eux, eh bien, on ne pourrait pas faire les élections. Puisqu'ils ne sont pas la seule béninois. Ils ont le droit. Je suis béninois aussi, j'ai mes droits. Je veux voter. Lui ne veut pas voter, il va rester chez lui. Le pouvoir, l'exécutif a une obligation d'organiser les élections. Que les partis d'opposition refusent d'y participer, c'est pas ça la question de l'exécutif. Lui, il n'est pas là pour exiger qu'un parti politique participe forcément à une élection. Il l'organise. Il leur revient de décider, de fournir les efforts nécessaires pour se mettre en règle, pour participer aux élections. Si vous n'êtes pas en règle, eh bien, ne demandez pas au pouvoir exécutif de reporter les élections pour vous faire plaisir. Voilà. Mais je vous rappelle qu'il nous reste 10 minutes, on ne va pas s'attarder. Il n'y a pas de problème, monsieur Xavier. Pardon, là, monsieur c'est Médard. Oui, monsieur Médard, vous savez, 5 minutes. la nouvelle charte des partis politiques a été mise en évidence à 8 mois des élections législatives de 2019. C'est très grave. Le cortège et comment dirais-je, le processus électoral a été déclenché à 6 mois des élections. 2 mois avant le processus électoral, on initie une nouvelle charte politique, des partis politiques où les membres fondateurs devaient être au nombre de 15 par corps 1000, ce qui fait 1555 sur le plan national. Vous suivez? Celui qui n'est pas organisé, c'est celui qu'on a accepté parce que ses fautes sont des fautes mineures et que les autres ont des fautes majeures. Vous me suivez? Lorsque, à partir du moment où vous avez à l'Assemblée nationale un membre de l'UPR, vous me suivez, au ministère de l'Intérieur, là où même le récépissé se donnait, un membre de l'UP, qui doit avoir ça? On a vu dans un pays, non? Quand le problème s'est déclenché. Vous parlez de la 7e législature, une minorité peut faire quoi à l'Assemblée nationale? Cette minorité a permis tout simplement de bloquer une révision au petit, ce qui a fâché celui qui a mis en place sa ruse et sa rage pour pouvoir exclure le parti de l'opposition de la course. Dites que l'opposition n'est pas organisée, c'est sur l'erreur. Vous dites qu'on ne paye pas nos impôts. Oh, lorsque le récépissé définitif a été donné par l'Assemblée et par la Sénat, le pouvoir, l'UPR avait son récépissé? Non. Vous savez ça? Pourquoi non? C'est toujours ces impôts que vous aussi là, vous n'avez pas payé. Mais comme vous êtes proche du pouvoir, ça n'a pas été médiatisé.
on viendra le médiatiser. L'objectif n'est pas là. Maintenant, Vous si allez les réagir. démocrates ne payent pas des impôts parce que vous aimez faire ce qu'on appelle de redressement fiscal contre eux, je voudrais vous dire ceci. Si Divor, je prends son exemple, à qui vous dites qu'il devrait 800 millions, je viens, M. Xavier, il devrait 800 millions à la DGI, je viens. Est-ce qu'il vous a mandaté pour parler de lui sur le plateau? Il faut pas nous... Ce n'est pas qu'on parle de lui, c'est l'actualité. Hein. Il a été. Ah, ok. C'est de D'accord. l'actualité. Nous l'avons vu, il a fait son recours, monsieur. D'accord. Permettez, actuellement, on ne parle pas de lui, on parle de ce qui s'est passé. Vous parlez de lui quand même. On parle de l'actualité. Ce D'accord. qui a été mis d'hier sur la toile, c'est d'hier. D'accord, allez-y. Oui. Maintenant, celui-là, en 2021, ils ont quitus. De 2021 à 2022, on dit qu'il n'a pas son quitus. Voilà qu'on n'a même pas encore le bilan qui permet même de statuer sur les marchés qu'il aurait gagné. S'il vous plaît, dites-moi. Nous sommes des intellectuels. Vous avez dit tout à l'heure que nous sommes des cadres et le problème de ce pays, c'est des cadres. Ces cadres-là ne peuvent être que des gens qui sont de la mouvance juste pour se protéger. Vous comprenez? Et non pour faire de la démocratie. Quand une minorité, Vous allez répondre. quand vous êtes minoritaire à l'Assemblée nationale, vous ne pouvez rien faire. Rien. Vous avez vu le cas à Tao? Quand il a voté contre la révision de la Constitution. Vous avez vu là où il est maintenant? Il n'est plus là. Vous faites moins geste. Je remercie au passage Guy Méthode qui va le passer à dire au président de l'Assemblée nationale que quoi? L'oiseau qui appelle le pluie ne manquera pas d'être mouillé. Actuellement, il est où? Il a été mouillé. Donc, je vous en prie, la 7e législature, une bonne partie qui mouille le maillot pour le pouvoir exécutif est présentement au niveau de la 8e législature. Les Rachid Badamassi et consorts, les Oden Aladati, ils sont là et ils siègent. Donc, c'est pour vous dire que quoi? Vous avez installé votre 7e législature, que vous avez fait circuler les valises selon le la feu Rosine Soblo a dit que les valises ont circulé. Télécommande de Paris. Donc, chers amis, nous sommes là pour se dire des vérités. Vraiment, le temps d'antenne ne nous permet pas d'aller profondément pour que je suis quand même heureux de constater que vous aviez reconnu quand même que l'UP aussi était en difficulté. Vous voyez, ça c'est une contradiction. Parce qu'ils ont chanté partout que les partis bien comme l'UP ont eu de facilité et eux-mêmes sur un plateau de télévision, ils affirment qu'ils ont eu le récépissé avant nous parce qu'on était en difficulté. Comme ça, on peut dire que le pouvoir exécutif eh bien, a accordé des facilités à l'UP. Vous voyez cette contradiction. Et je le remercie pour ça. Les démocrates n'ont pas eu le récépissé avant J'ai la parole. Non, c'est la parole. C'est pour dire qu'ils ont eu les mêmes problèmes que vous, comme vous l'avez dit, oui. Donc, vous voyez, c'est la preuve que le pouvoir ne fait pas de poids, de mesure. Et que tous les partis ont eu cette difficulté et que les candidats qui ne sont pas à jour ont rencontré toutes ces difficultés-là. Mais c'est le fait qu'eux, ils pensent que c'est seulement les candidats qui sont en difficulté, qui ont subi tel. Nous n'avons pas assez de temps pour faire ce débat. Oui. Et comme je le disais au début, j'ai constaté que mon vis-à-vis va très souvent hors du thème. Et dans ce genre de discussion, moi, je n'aime pas quand on va à leur sujet. Parce que j'aime me concentrer sur ce qui fait l'objet du débat pour que le débat soit vraiment... Allez-y, concluez. Voilà. Oui, voilà. Alors, pour mon mot de fin, Oui, c'est oui, ça. oui. Je voudrais quand même rappeler à mon vis-à-vis que quand on veut négocier, il y a des postures qu'il faut avoir. Et ça leur manque. Ça leur manque seulement au niveau de leur parti politique. Mais quand ils veulent soutenir également les syndicalistes, c'est comme s'ils les contaminent. Vous êtes venu à une négociation, il y a des thèmes à utiliser. Il y a des erreurs à ne pas commettre. Celui qui veut négocier n'a pas une position tranchée. Si vous avez une position tranchée, comment vous voulez que le pouvoir de l'État cède pour vous? Mais non. Quand on veut négocier, il y a des positions qu'on ne doit pas avoir. Donc je vais les inviter à mettre de l'eau dans leur verre pour que les fois venir, pour faire des doléances qu'ils veulent ou pas. Patrice Talon reste et demeure le chef de l'État béninois aujourd'hui et il lui doit respect. Il y a une manière de lui faire des doléances. C'est l'État, il incarne le pouvoir public. Et que tu sois de l'opposition ou de la mouvance, tu dois lui faire des doléances si tu as des préoccupations et non lui donner des injonctions. Voilà.
Merci beaucoup. Mesdames, concernant, je rappelle que vous êtes de l'UP Le Renouveau. Oui, Votre merci mot de fin, beaucoup, oui. monsieur Xavier. Sur Kifouli Ali. Oui, tout à l'heure, monsieur Meda parle en posture des négociations. Je ne sais pas qui négocie avec qui, hein? Parce que nous savons que cette république a une Bible, qui est la Constitution, et cette Constitution, nul n'est au-dessus de la loi. Si le chef de l'État ne respecte pas la loi qu'il est censé respecter, nous allons le lui rappeler tout le temps. En tant que démocrate, c'est le respect des lois de la République, hein, qui importe, et c'est ces lois-là que nous voulons que ça soit de façon consensuelle. Suivez bien, parce que j'ai compris que mon vis-à-vis souvent, il prend une partie de mes propos qu'il interprète mal. Oui, bon. Donc pour finir, Finissez. je voudrais dire ceci. La revalorisation des salaires ne peut pas faire objet d'une campagne politique. Qu'il revalorise ou qu'il ne revalorise pas, la fête aura lieu. Je vous remercie. Merci beaucoup, Zul Kifouli Ali. Je rappelle que vous êtes président de la Dynamique avec proche du Parti des démocrates. Merci pour votre présence de ce matin. Mesdames et messieurs, nous en avons fini avec le duel de dimanche et politique. Dans quelques instants, vous allez suivre l'hebdo des éditorialistes avec Théodule Roussa et ses invités.